Il nous fait énormément plaisir aujourd'hui de pouvoir procéder à un lancement de station. Et sans plus attendre, j'inviterai Monsieur le maire, M. Jean Doré, à procéder à l'ouverture officielle de CISM 89,3 FM. Alors, dans l'espoir qu'il y ait pas de représentants de la Corporation des maîtres électriciens, alors donc, j'ai l'insigne honneur au nom de l'ensemble des invités qui sont ici, au nom du conseil d'administration et au nom des Montréalais et Montréalaises, de déclarer officiellement en ondes la station CISM FM Montréal 89,3. Voilà. CISM 89.3 FM. À l'occasion du lancement officiel de sa programmation, CISM vous présente une émission spéciale. Frédéric Vanasse rencontre le maire de Montréal, M. Jean Doré. Bonjour, M. Doré. Bonjour. Bonjour. Vous avez été président de la GUM en 1967. Et à l'époque, la GUM, c'était bien sûr l'Association générale étudiante de l'Université de Montréal. Et à l'époque, vous vous êtes battu pour que le journal étudiant, le quartier latin, l'équivalent du continuum d'aujourd'hui, conserve son autonomie et ne devienne pas seulement l'organe d'information de l'association étudiante. Donc, vous êtes convaincu de l'importance des médias étudiants indépendants. Comment pensez-vous que CISM peut contribuer à l'essor de la collectivité universitaire et à la communauté montréalaise en général? Ben, d'abord parce qu'il y a maintenant une voix qui va porter très loin. Quand on nous disait tout à l'heure que les intentions au départ étaient de recouvrir un peu l'ensemble de la région métropolitaine immédiate, mais que finalement, peut-être à cause justement du fait que son antenne est stratégiquement située sur le Mont-Royal, on va peut-être rejoindre la très grande région métropolitaine qui recouvre presque 3 millions d'habitants. Je pense qu'il s'agit là d'une chance inouïe, une responsabilité importante des étudiants de pouvoir informer, faire partager à l'ensemble de cette population qui est en mesure de capter directement les émissions, aussi bien l'affaire publique que les émissions à caractère musical, les enjeux, les préoccupations. Je dirais aussi, en fait, les questions qui concernent l'avenir, très souvent non seulement des étudiants, du système d'enseignement, mais globalement de notre société. L'autre élément qui me semble important, c'est que vous êtes aussi au cœur de Montréal, au cœur de la métropole du Québec, qui est la ville tremplin du Québec sur le monde. De cette ville qui est une ville, la métropole, je dirais, de la francophonie d'Amérique, un peu comme votre radio est la plus importante radio francophone étudiante d'Amérique, mais qui est une ville aussi qui est en profonde mutation, dont la population devient de plus en plus interculturelle, en fait. Et ces valeurs, ces nouvelles valeurs urbaines, centrées sur l'interculturalisme, centrées sur le pluralisme, l'ouverture sur le monde, à mon point de vue, font partie de la nouvelle culture qui se développe chez les jeunes et qui doit se refléter dans cette radio-là. Et je suis convaincu que de ce point de vue-là, une radio comme CISM va pouvoir contribuer à faire évoluer les mentalités, non seulement à Montréal, mais dans l'ensemble de la grande région. Et en ce sens-là, je pense que ça peut être un élément extrêmement important pour la suite des choses. On sait que Montréal compte 4 universités. C'est probablement une des rares villes en Amérique du Nord. Vous me corrigez si je me trompe. Vous avez parfaitement raison. C'est un de mes arguments de vente de Montréal. C'est ça. C'est une grande ville universitaire. On peut la qualifier ainsi. Comment pensez-vous que CISM va pouvoir contribuer à l'essor de Montréal comme grande ville universitaire? Ben, encore une fois, je pense que dans la mesure où étudier à Montréal et à l'Université de Montréal en particulier, c'est d'avoir, je veux dire, non seulement miser sur l'excellence académique, des moyens de recherche mis à la disposition, mais également de participer à une vie urbaine, une vie étudiante qui est riche et qui est remplie de potentialités. Je pense que c'est un autre argument de plus. Vous avez raison de le souligner, Montréal a cet extraordinaire avantage d'avoir non seulement 4 universités, 2 francophones, 2 anglophones, 2 grandes écoles affiliées, 17 collèges finalement d'enseignement généraux et professionnels. Peu de villes ont cette infrastructure de haut savoir. Or, comme on vit dans un monde où la géographie n'est plus la géographie physique, mais la géographie des compétences, où la localisation des entreprises et le potentiel de développement est basé beaucoup sur le savoir, l'imagination et la créativité,
Ben, je trouve que à l'intérieur d'une maison dite de haut savoir, d'avoir aussi un lieu où cette créativité, cette imagination, l'innovation peut s'exprimer, il me semble que c'est un avantage de plus et un argument de plus pour venir étudier à Montréal et à l'université en particulier. Justement, en parlant d'étudiants, vous avez été, comme je le disais en début d'émission, président de l'Association générale étudiante de l'Université de Montréal en 1967. Personnellement, sur un plan personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être président de la GUM à cette époque? Alors moi, ça m'a apporté d'abord sur le plan très personnel, de sortir de mon cocon, de m'ouvrir à toute une série de réalités. Bon, il faut se replacer à l'époque. À l'époque, on est à l'époque où le Québec sort d'une période où je dirais, de toute fin pratique, de sa période rurale pour entrer de plein pied dans sa période urbaine. C'est l'époque de la création du ministère de l'Éducation, mais des luttes pour l'accessibilité générale à l'éducation. On n'a pas encore mis en place la loi qui va créer les cégeps, mais elle va venir. Donc, ces enjeux-là ont été pour moi une façon je dirais, de m'éclater, avec d'autres d'ailleurs, de nous éclater sur pas juste notre vie étudiante et notre préoccupation quant à l'excellence de l'enseignement, mais comment tout cela allait pouvoir globalement profiter à la société québécoise. Comment les portes de l'université pouvaient s'ouvrir à tous les gens de talent, indépendamment de leurs conditions financières ou familiales. Et je pense que ça m'a marqué, et ça a marqué sûrement des gens de mon époque. J'ai gardé beaucoup de sensibilité à l'ensemble des questions, je dirais, qui concernent les enjeux de société. Et je pense que l'action étudiante, de ce point de vue-là, a été, en tout cas pour moi, un facteur déterminant dans les choix que j'ai été appelé à faire. Si je suis devenu maire de Montréal, le moment où l'occasion m'a été offerte, j'ai osé le devenir parce que j'avais osé à l'époque affronter tous les étudiants de l'université en leur proposant des alternatives, mais j'ai osé le devenir aussi parce que, réflexion faite, j'avais l'impression que l'ensemble du bagage que j'avais accumulé me permettait d'offrir aux Montréalais des alternatives intéressantes pour faire de cette ville la ville, je pense, la ville modèle qu'elle peut devenir, mais une ville extraordinairement dynamique et riche. Monsieur le maire, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette première entrevue à CISM. Mais j'ai grand plaisir à y être et je souhaite longue vie à CISM. Cette émission spéciale d'entrée en onde se poursuit à l'instant. Frédéric Vanasse reçoit le vice-recteur à l'administration, M. Jacques Lucier. Monsieur Lucier, bonjour. Bonjour, M. Vanasse. Pierre-Louis Smith, le président de CISM, en parlait tantôt en conférence de presse. Depuis les tout débuts, depuis 1985, l'université a appuyé moralement et peu à peu financièrement CISM. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant à quoi s'attend l'université de CISM? L'université s'attend à ce que CISM recueille les succès que le poste mérite, puisque les équipes, jusqu'à ce jour, ont manifesté beaucoup de persévérance et de compétences dans l'organisation et la préparation de ce qui va venir. Alors, nous espérons que cela constitue une tribune à la fois pour les étudiants et bien sûr, à certains moments donnés, que leurs professeurs puissent y trouver un moyen de diffuser leurs idées, d'échanger avec les étudiants aussi. Donc, vous trouvez que c'est un bon mode de formation qui vient se surajouter à la formation qui est déjà donnée dans les cours, dans les salles de classe? Je pensais tout à l'heure, en conférence de presse, aux étudiants en communication, mais je pense qu'il faut ajouter, bien sûr, les étudiants de musique, il faut ajouter les étudiants de droit. Enfin, je pense qu'on peut tous les nommer. Et sortir de la salle de séminaire, sortir de la salle de cours pour s'exprimer entre eux et s'exprimer pour le bénéfice et de l'échange avec la population qui est desservie. Quelle importance accorde l'Université de Montréal à tout ce qui est justement parascolaire, toutes les activités qui sont parascolaires à l'université? Cela fait partie de l'éducation, avec le grand E, que nous essayons de donner aux étudiants et que les étudiants viennent chercher parce qu'ils ont une part très active. Et bien sûr, c'est la formation globale, totale de la personne là, qui est en cause, non seulement de l'intelligence, mais de la sociabilité, etc. On parle de formation, on parle d'étudiants. Qu'est-ce que vous pensez qui constitueront les grands défis pour l'Université de Montréal en particulier, mais aussi pour tout le secteur de l'éducation universitaire dans les années 90?
précisément, outre les défis fondamentaux, des choses à faire, des options à prendre, la communication me semble être un des axes les plus importants à développer. Et voilà, bien entre nous, là, le moyen le mieux choisi pour ce faire. Les gens, pour pouvoir avoir une influence sur leur milieu, doivent être en mesure de s'exprimer, d'échanger, de comprendre et de transposer selon, dans certains cas, les auditoires, selon les perceptions, en fait, des différents milieux. On parle d'excellence. Est-ce que, on sait que l'Université de Montréal s'est prononcée en faveur de cette excellence, tant au niveau de la performance de ses professeurs que de la performance de ses étudiants. Quels sont les moyens concrets que vous allez adopter pour les prochaines années pour rehausser le niveau d'excellence ou poursuivre dans la lancée de cette excellence à l'Université de Montréal? Bien, je pense qu'il faut dire poursuivre dans les démarches qui sont faites, l'excellence étant un objectif qui n'est pas atteint au même moment et qui n'est pas toujours atteint, mais je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir y tendre. Qu'est-ce que nous faisons? En fait, nous essayons de créer un contexte qui permette aux meilleurs chercheurs, aux meilleurs étudiants, de pouvoir travailler ensemble et d'avoir à ce moment-là des effets d'entraînement sur l'ensemble de notre population. Vous savez que nous avons à l'université, bon an, mal an, quelques 50 000 personnes qui s'y trouvent, qui ont des influences sur des milieux, 2, 10, 15 personnes. Alors, c'est très considérable comme apport. Et c'est l'apport de l'Université de Montréal, mais c'est l'apport, comme on le disait tout à l'heure, des 4 universités, des 17 collèges, etc. Ceci est très important et on sait que la population attache beaucoup d'importance à cette valeur qui est l'éducation. Et nous espérons que la population continue de le faire, soutenir les efforts très, très sérieux et de soutenir aussi la productivité de nos institutions. Je veux parler en particulier, bien sûr, de l'Université de Montréal, Polytechnique et hautes études. C'est l'effort qui est fait pour rentabiliser les investissements qui y sont faits. Monsieur Lucier, je vous remercie infiniment. Ça me fait plaisir. CISM 89.3 FM. Cette émission spéciale d'entrée en onde se poursuit à l'instant. Sébastien Benoît rencontre cet après-midi l'auteur-compositeur-interprète Luc de La Rochelière. 13h37. Bienvenue dans les studios de CISM. Et comme on vient de l'annoncer il y a quelques instants, j'ai avec moi un personnage assez important, une grande figure du paysage artistique au Québec. Eh bien oui, il a 24 ans, 2 albums à son actif, déjà plusieurs prix en main, dont le Festival de la chanson de Granby en 1986. Monsieur Luc de La Rochelière, bonjour tout d'abord. Bonjour. Vous allez toujours bien? Ça va, oui, ça va très bien. Alors là, on va essayer de vous faire parler un petit peu plus que tantôt, Monsieur La Rochelière. J'espère que vous avez des choses à nous raconter. Comme par exemple, parlez-moi un peu là, de CISM. Bon, on sait que c'est une radio étudiante. Et vous, là, en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'on peut attendre de CISM? Une radio qui est, comme je l'ai dit, étudiante. Étudiante. Ben moi, je me rappelle l'époque où je l'étais étudiant, parce que je l'ai déjà été. Et puis, je me rappelle qu'à cette époque-là, on avait une vision de faire quelque chose de différent. Donc, si j'aurais quelque chose à m'attendre d'une radio qui est étudiante, c'est que ça soit différent, c'est-à-dire approcher ça de façon différente, ne pas essayer de refaire ce que les radios commerciales font, c'est-à-dire amener une autre vision de la chose, puis oser. Donc, une radio qui serait osée, je trouve que ce serait une bonne idée pour une radio qui est étudiante, justement.
Ben c'est ça. Ben d'ailleurs, on peut dire que M. Larochelière, on l'a retrouvé assez souvent sur les palmarès de CISM parce que nous... C'est une excellente idée, ça. Ça, oui. déjà, je trouve que c'est une... c'est déjà fait. Bonne audace. Bon, tant mieux, ça a déjà été fait avant qu'on rentre officiellement en ondes. Des chansons comme Ma Génération qu'on a entendues, il y a aussi Six Pieds sur Terre, ainsi que La Machine et mon ami. En tout cas, c'est des chansons qui ont beaucoup tourné. Et disons, c'est qu'est-ce qu'on essaie de faire ici à CISM, justement. On va essayer de lancer une chanson qui ne joue pas sur les autres stations de radio. Monsieur Larochelière, vous devez être content parce que probablement que très bientôt, on va vous entendre en France. Oui, là, il y a la compagnie de disques sur laquelle je suis ici, qui est Trafic, va sortir en France. C'est-à-dire, ça, c'est la première fois, je crois, que ça se fait qu'une étiquette d'ici sort en tant que telle là-bas. Donc, dans ce sens-là, la carrière là-bas va être avancer, travailler de la même façon qu'ici, c'est-à-dire quelque chose à long terme et non pas faire un 45 tours, ça passe ou ça casse. Là, ça va être travaillé à long terme, c'est ça, en France aussi. Donc, OK, donc, il y a en fait... C'est ça qui est intéressant dans cette formule-là par rapport à passer par une firme qui est internationale, une multinationale, etc. Mais déjà, est-ce que vous avez eu, je pense, dans la maison de Trafic, on pense à Marie-Philippe, on pense à Daniel Lavoie. Ouais. Est-ce que vous avez eu des expériences qui n'ont pas été concluantes avec des firmes indépendantes, par exemple? Oui, moi, j'étais sorti sur une compagnie que je ne nommerai pas, mais qui a finalement pas fait son travail, dans le sens, le disque est sorti, mais ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu de travail de promotion de fonds, etc. Donc, ça n'a jamais rien fait. Et je crois que c'est le sort qui est réservé à beaucoup des artistes d'ici qui sortent là-bas. Ce qui peut expliquer le fait que, ça passe pas. Je pense qu'il faut travailler là-bas de la même façon qu'ici. Et puis, de cette façon-là, ça passe. Comme moi, tout n'est pas arrivé à l'aide d'un seul disque, d'une seule chanson. C'est à force de chansons, puis à force de montrer dans toutes sortes d'affaires, puis de faire des spectacles, surtout, que les gens ont comme pu découvrir vraiment ce que je faisais, puis que j'ai pu me bâtir, si tu veux, un public. Tandis que là-bas, il aurait fallu que ce soit tout de suite la chanson et clic, tu sais. Donc, en fonctionnant de cette façon-là, ça devrait normalement mieux marcher. Mais là, on va croiser les doigts. Rien n'est sûr en ce moment. J'espère pour vous, M. Larochelière. D'ailleurs, on va écouter peut-être une chanson qu'on va entendre très prochainement, donc de l'autre côté de l'océan. C'est le premier 45 tours, extrait du micro-sillon Sauver mon âme. C'est aussi la chanson titre et ça tourne pour vous au 89,3 CISM. Sauver mon âme. Sauver mon âme. Hey, hey. De retour avec Luc de la Rochelière dans nos studios. Et on va parler un peu de ta carrière, si ça te déplaît pas. Non. Et j'ai pu lire dans ta biographie qu'avant de devenir musicien, vous vous prépariez à faire carrière comme illustrateur. Et Ouais. puis, en tout cas, nous, on aimerait savoir ici, quels sont vos peintres et vos sculpteurs et peut-être votre dessinateur préféré, là, si ça se trouve? Il y en avait plusieurs. Moi, j'aime bien les je dirais en partant que où est-ce que je me dirigeais plus, c'était ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'illustration au niveau, les livres, revues et les affiches, les posters. Donc, j'aime bien, disons, l'espèce d'imagerie bizarre qu'il y a dans les pays de l'Est, en Pologne, puis ça. Puis je pense qu'ils sont plusieurs à travailler dans le même style, un peu, je dirais pas surréaliste, mais je dirais presque, là, à certains moments, là. Donc, les peintres, il y en a vraiment plusieurs, mais je sais pas si je voudrais en nommer un. C'est un peu trop difficile. En particulier, oui, c'est Ok. ça, parce qu'il y en a plein là, qui me viennent en tête, puis aucun en même temps. On va pas faire de jaloux. Mais une chose, par exemple, qui pourrait être intéressant à savoir, c'est qu'est-ce qui vous a amené à faire de la musique? Parce que c'était, comme je l'ai vu dans votre bio, comme j'ai dit tantôt, c'était une passion pour vous. Et là, tout d'un coup, la musique. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, mon cher? Luc? C'était un peu la même démarche. Je faisais les deux en même temps. Je faisais des chansons pour moi, puis je chantais ça à mes amis, puis je faisais du dessin et j'avais commencé l'école dans cette direction-là. J'étais en art au cégep et à l'université. Et puis, ce que je voulais faire, comme je le disais, c'était des affiches, donc c'était pas quelque chose pour mettre sur une toile
et mettre ça dans une galerie d'art avec un public très select. Ce que je voulais, c'était quelque chose qui était multiplié puis qui était très, très diffusé finalement. Donc, la chanson, c'était un peu la même chose, sauf en musique, et c'est ça qui a marché. Je me suis dirigé où est-ce que ça allait. Dans le fond, c'était comme la même démarche pour moi. On va attendre, là, dans quelques instants, la chanson « Les élections ». Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de cette chanson-là? Là? Comment ça t'est venu à l'esprit d'écrire une chanson là-dessus? Le flash de cette chanson-là, ça m'est venu dans le temps du débarquement de Duvalier et des élections qu'il y a eu par la suite. Et puis c'est ça. Donc, on passe du pire au moins bon. Et, bon, ça a été ça comme le flash de départ. Et après ça, je me suis dit que c'était facilement applicable à finalement presque tout. Faut pas généraliser, là, mais presque. Mais si je me trompe pas, cette chanson se retrouve sur ton premier album. Oui. Bon, Amer America. Et aussi, ça, c'est une chose qui est assez drôle. C'est sorti, cet album-là, le jour des élections américaines. C'est ça. Donc, il y a un petit thème là-dedans qui revient. On va essayer de discuter ça pendant qu'on écoute la prochaine chanson. Alors, voici Les élections de Luc de la Rochelière. Il est petit et il est gros. Il n'a pas d'amis. C'était Luc de la Rochelière avec Les élections. Et Luc, dis-moi, après Granby en 86, la disque en 89, le prix Ciel Raymond Lévesque en septembre 90, bon, vous avez 2 disques à votre actif. Comment on se sent à 24 ans? Est-ce que ça va pas un peu vite? Non, ça va très bien. Ça va très bien. Faut pas que ça s'arrête. Je dirais que les choses ont été dans un rythme, pour moi, qui me permettait d'assimiler quand même. Il n'y a pas eu de gros boom médiatique et lourd, dans le sens que j'ai pas été dépassé par moi-même. En tout cas, pas jusqu'à maintenant. Et puis, ça va très bien. Je pense que les gens ont comme découvert avant tout ce que je faisais, c'est-à-dire mes chansons. C'est ce que je voulais. Puis je pense que maintenant, on commence à découvrir un petit peu plus le personnage, puis grâce au spectacle, entre autres. Je pense que tout ça se fait d'un rythme que je suis capable d'assimiler. Donc, ça va bien. Ça va très bien. Bon, ben, parlant de spectacle, justement, vous donnez une performance au Saint-Denis 2 les 10, 12, 13 avril prochain. 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12 même. J'oubliais le bon. 11. Alors, j'oubliais le 11. 4 dates pour M. Larochelière. Ouais. En quoi ce spectacle-là va être différent de celui que vous avez présenté il y a 1 an ou 2, je pense? L'expérience. Oui. L'expérience d'en avoir fait d'autres. Et puis, je dirais qu'en même temps, bon, c'est un spectacle qui est... le concept de base est assez proche de l'autre, dans le sens où... je veux que ce soit un spectacle qui est en partie monté, puis en partie aussi se laisse aller un peu aux gens qui sont là, dans le sens que je me sens toujours mal, moi, de penser que je ferais un spectacle où est-ce que je dirais aux gens, regardez-moi bouger, regardez-moi faire ci. Pour moi, c'est vraiment un ensemble, puis le monde de la salle est aussi important que moi, dans le sens où l'énergie que je reçois de là, je le renvoie, et puis... c'est comme une dynamique de groupe, finalement. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Puis, j'étais avec à peu près la même gang que l'autre spectacle. On se connaît mieux encore. Il y a d'autres éléments, des choristes qui vont être là. Je pense que ça va être un beau party. Bon, ben alors on rappelle les dates. Je l'espère. Ben j'espère. On rappelle les dates, les 10, 11, 12, 13 avril 1991. C'est au Saint-Denis 2. C'est ça. Monsieur Larochelière, en terminant, est-ce que vous avez des souhaits à formuler pour CISM 89.3? Ben, le meilleur et le plus différent possible. Bon, mais tant mieux. Voilà.
Alors, merci beaucoup, Monsieur de la Rochelière, ça m'a Merci. fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, moi aussi. Et puis, on a plein de bonnes choses qui s'en viennent au courant de l'après-midi, notamment à 3 heures. On aura un spécial qui nous provient du pavillon Jean-Briand à l'Université de Montréal. Il va y avoir une chasse à l'homme. Il faut chasser les animateurs de CISM et vous aurez la chance de vous mériter plusieurs prix. En tout cas, c'est à voir à 3 heures. On aura aussi une version campus qui s'en vient dans quelques instants. Ça va traiter du mouvement étudiant ainsi que des médias étudiants. Mais tout d'abord, on va finir sur une belle note. C'est la première chanson de Monsieur Luc de la Rochelière qui l'a vraiment propulsé. On écoute Amer America à CISM FM de 89.3. Et Monsieur la Rochelière, on est bien content de vous avoir eu au premier plan. Alors le voici. À plus tard. Je suis né du bon bord